L'ombre de Samson. Partie 1. La nuit de Thanksgiving. À l'automne 1857, la plantation Rutledge, située à une vingtaine de miles de Little Rock, s'apprêtait à célébrer Thanksgiving. Le colonel Jeremiah Rutledge, propriétaire de près de 200 esclaves et de 3000 acres de coton, organisait un dîner somptueux dans son immense demeure de style néoclassique. Des invités venus de Memphis, de la Nouvelle-Orléans et même de Saint-Louis s'étaient rassemblés pour assister à ce qu'il promettait être une soirée mémorable. Parmi les esclaves qui s'affairaient en silence, se trouvait Samson, un homme immense, haut de plus d'1,90 m, dont la réputation inquiétait même ses compagnons de labeur. On murmurait qu'il possédait une force au-delà de toute mesure humaine. Il pouvait soulever seul des ballots de coton que 2 hommes peinaient à bouger, et ses mains, couvertes de callosités épaisses comme du cuir, laissaient parfois des empreintes profondes dans le bois. Ce soir-là, après un banquet fastueux, le colonel conduisit ses invités vers l'ancienne remise, transformée en salle d'expérimentation. Des torches éclairaient des poutres massives, des barres de fer et des blocs de bois alignés pour une démonstration scientifique. Devant 40 témoins, Rutledge présenta Samson comme son chef-d'œuvre, un esclave capable de repousser toutes les limites de la nature. Samson obéit d'abord. Il plia des barres de fer, brisa des planches, souleva un poids monstrueux. Mais quand le colonel exigea une nouvelle épreuve, l'impensable se produisit. Samson se redressa, fixa son maître droit dans les yeux et prononça doucement « Non, monsieur ». Le silence s'abattit, pesant, avant que la nuit ne bascule dans l'horreur. Partie 3. Le dîner sanglant. Le 26 novembre 1857, jour de Thanksgiving, le colonel Rutledge avait convié 40 invités triés sur le volet. Les salons de la demeure résonnaient de conversations mondaines. Les tables croulaient sous les plats, dinde rôtie, jambon sucré, vin importé. Mais derrière cette façade d'opulence, un autre spectacle se préparait. Car l'attraction principale de la soirée n'était pas le festin, mais Samson. À la fin du dîner, Rutledge leva son verre et déclara « Messieurs, ce soir vous allez assister à une démonstration qui bouleversera vos certitudes sur les limites humaines. » Tous suivirent le colonel vers la grange, transformée en théâtre d'expérimentation. Les torches projetaient des ombres démesurées sur les poutres, et au centre, Samson se tenait droit, immobile, tel un géant patient. Le spectacle commença. Samson souleva une poutre de chêne comme si elle était creuse, plia un fer à cheval en un seul mouvement, brisa un madrier d'un coup de poing. Les invités applaudirent, fascinés et terrifiés à la fois. Mais plus la démonstration avançait, plus les demandes du colonel devenaient cruelles. Il exigea que Samson tente de soulever le volant en fonte d'une machine agricole, un disque de près de 200 kilos. Samson resta immobile. Le silence se fit. Rutledge, rouge de colère, répéta son ordre. Alors, pour la première fois, l'esclave parla d'une voix claire et calme. « Non, monsieur !» Un murmure d'effroi parcourut l'assemblée. Dans le sud esclavagiste, un refus direct équivalait à une déclaration de guerre. Rutledge s'avança, prêt à frapper, mais Samson bougea avant lui, rapide, fluide, comme un fauve libéré. 3 pas suffirent. Ses mains se posèrent sur le cou du colonel, et dans un craquement sec, rappelant une branche brisée, Jeremiah Rutledge s'effondra, mort sur le champ. Les invités hurlèrent. Certains se ruèrent vers la sortie, d'autres restèrent figés, hypnotisés par la scène. Samson, lui, ne broncha pas. Il se redressa, balaya l'assemblée du regard et prononça d'une voix posée des mots qu'aucun témoin n'oublie jamais. « Messieurs, je vous conseille de partir. » Partie 4. Le silence des témoins. La panique fut immédiate.
Juges, planteurs, notables se bousculèrent pour fuir la grange, oubliant toute dignité. Les chevaux furent sellés à la hâte, les carrosses quittèrent la plantation dans une cohue indescriptible. En quelques minutes, Samson resta seul, entouré de torches mourantes, du cadavre de son maître et d'un silence écrasant. Lorsque les esclaves de maison osèrent sortir de leur quartier à l'aube, ils découvrirent la grange vide. Le corps du colonel avait disparu. Samson aussi. Ne restaient que des barres de fer tordues, des poutres éclatées et des empreintes de mains profondément incrustées dans le bois. L'affaire aurait pu enflammer tout l'Arkansas, mais les autorités locales étouffèrent immédiatement le scandale. Les témoins furent sommés de se taire. Le juge d'Ellingham, l'un des plus respectés de l'État, revint à Little Rock brisé, incapable d'articuler ce qu'il avait vu. Un médecin de Memphis sombra dans la folie et fut interné. Quant au professeur allemand venu assister aux expériences, il disparut pur et simplement, laissant derrière lui des carnets remplis de notes incompréhensibles, mêlant allemand, latin et équations. Officiellement, il ne s'était rien passé. Les journaux furent censurés. Le décès du colonel fut attribué à une crise cardiaque. Mais dans les quartiers d'esclaves, la vérité circulait. Un homme, l'un des leurs, avait brisé ses chaînes et tué son maître à main nue. Partie 5. La traque impossible. Au lendemain de Thanksgiving, la plantation Rutledge devint un théâtre d'investigation. Le shérif Breige arriva avec ses hommes, persuadé de trouver des traces de lutte. Mais ce qu'il découvrit ne fit qu'approfondir le mystère. Dans la grange, aucun sang. Aucune empreinte au sol, alors que la terre humide aurait dû garder les marques de pas. Le corps du colonel, volatilisé. Samson, introuvable. On interrogea les esclaves, tous donnèrent les mêmes réponses, brèves et inutiles. Oui, ils avaient entendu des cris. Oui, ils avaient vu de la lumière, mais aucun n'avait osé s'approcher. Samson ? Il haussait les épaules, feignait l'ignorance, comme si sa véritable identité leur échappait. Le seul à parler fut Jupiter, le forgeron. D'une voix tremblante, il admit que Samson n'était pas comme les autres. Il pouvait travailler jour et nuit, sans jamais faiblir. C'était pas naturel, comprenez ? Comme s'il était animé par une autre énergie, et parfois, il écrivait des signes dans la poussière, des calculs que je ne pouvais pas comprendre. Les autorités réagirent avec violence. Un avis de recherche fut lancé, 500 $ de récompense pour qui capturerait Samson, un prix énorme qui attira des chasseurs de primes de tout le Sud. Des affiches décrivaient un nègre d'une taille exceptionnelle, environ 1,95 m, force hors du commun, extrêmement dangereux, mais malgré des semaines de battues, on ne trouva rien. Puis vinrent des rumeurs troublantes. Dans les forêts de l'Arkansas, des chasseurs disaient avoir croisé une silhouette géante disparaissant entre les arbres. À Pine Bluff, des esclaves se mirent à chuchoter qu'un homme fort viendrait les libérer. À Helena, un contremaître démissionna après avoir entendu parler d'un géant qui préparait quelque chose. L'affaire devenait incontrôlable. Ce n'était plus seulement la fuite d'un esclave. C'était la naissance d'un mythe. Partie 6. La légende de Samson. Au début 1858, l'affaire prit une tournure nationale. Les journaux du Nord commencèrent à publier des articles sensationnels sur l'homme d'Arkansas qui avait brisé ses chaînes. Certains l'appelaient le Superman noir, d'autres parlaient de « expérience scientifique échappée au contrôle ». Dans le Sud, au contraire, les autorités tentèrent d'effacer toute trace. Les documents furent classés secrets, les témoins réduits au silence. Mais plus on voulait étouffer l'histoire, plus elle se propageait dans l'ombre. On parlait d'autres esclaves aux capacités étranges, achetés et vendus discrètement, comme si Samson n'était pas unique. Des rumeurs évoquaient un réseau secret, surnommé la chaîne de la liberté, qui aidait les esclaves améliorés à s'échapper vers le nord, voire vers le Canada. Des agents Pinkerton enquêtèrent et découvrirent des liens troublants entre certains planteurs du Sud et des laboratoires du Nord, spécialisés dans l'amélioration humaine. Des lettres retrouvées dans le bureau de Rutledge mentionnaient des correspondances avec des scientifiques de Boston. Et puis,
Les témoignages continuèrent. Des silhouettes géantes aperçues dans les montagnes, des fers de prison tordus comme du fil de cuivre, des chaînes éclatées au sol. Chaque fois, la même marque était retrouvée, une empreinte de main gravée profondément dans le bois ou la pierre. Thompson n'était jamais capturé. On disait qu'il aidait désormais d'autres esclaves à fuir, qu'il organisait des évasions avec une précision militaire. Pour les uns, il était une menace, un monstre né d'expériences impies. Pour d'autres, il était un symbole, l'incarnation vivante de la rébellion et de l'espoir. Aujourd'hui encore, près des ruines de l'ancienne plantation, certains affirment entendre, les nuits de vent, le craquement d'une poutre invisible, comme si un homme d'une force impossible s'entraînait toujours dans l'ombre.